Là aujourd'hui, juste un petit focus sur quelques éléments sur le Varenne de l'eau. Alors on appelle ça le Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Alors vous avez peut-être eu quelques infos comme ça dans la presse ou à la télé. Effectivement, ça a été lancé ce printemps par évidemment le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique. On est vraiment sur une démarche de convergence entre deux éléments. C'est moi qui... Ok. Hop, voilà. Donc dans ce Varenne de l'eau, on va la faire simple, hein, 3 grandes thématiques de travail. Donc on est vraiment dans une démarche de construction de projet. On l'a vu, hein, je ne vais pas reciter ce que disait Pascal Hugruguet, où effectivement des fois sur cette dimension de l'eau, mais bien d'autres aussi environnementales, le ciel s'assombrissait un peu, où effectivement on voit que l'entonnoir des fois vise à se réduire. Parallèlement, on a là plutôt une démarche constructive qui vise à rechercher effectivement des solutions d'efficience sur trois volets et 3 dynamiques pour être quand même plutôt facilitateur. Et vous l'avez bien compris, tout ça en parallèle du plan de relance qui aussi met des moyens financiers pour pouvoir progresser sur ces 3 thématiques. Alors, première thématique, améliorer les dispositifs de gestion de crise pour mieux anticiper et gérer les événements de sécheresse. Alors c'est vraiment l'objectif de ce premier pilier qui est se doter d'outils d'anticipation et de protection face aux aléas climatiques. Alors on a parlé du gel tout à l'heure avec l'intervention notamment du conseil départemental et d'autres actions. Vous avez parlé aussi de la sécheresse. Là typiquement on est sur effectivement 2 choses qui émergent. Il y a plus de choses que ça, mais on vous l'a fait synthétique et puis vous poserez les questions que vous souhaitez si vous voulez des approfondissements. Il y a effectivement le gros volet là-dessus, c'est la révision du dispositif d'assurance récolte. Alors effectif à partir de 2023, pareil, si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est passé en décret en conseil et voilà, et donc ça sera effectif en 2023. On vous a mis, pour illustrer un petit peu, juste avec quelques mots, les différents niveaux. En gros, si les pertes sont inférieures à 20%, on voit qu'on va être plutôt sur agriculteurs plus les mesures de prévention. Si on est entre 20 et 50%, là on est sur les assurances multirisques. Et puis évidemment, la solidarité nationale, elle ne va jouer que sitôt qu'on est à la moitié qui est perdue. Donc vous voyez qu'effectivement, les cases changent un petit peu par rapport à notre fonctionnement actuel, où on était tout de suite sur les assurances privées et puis les calamités agricoles. Voilà ce qu'il faut retenir. Après, effectivement, dans le détail, il y a encore des choses. Le deuxième aspect qui est intéressant de souligner, c'est les protocoles de gestion agricole des crises de sécheresse. Là, pareil, c'est des histoires de seuil qui fait qu'à un moment donné, on bascule et hop, il y a toute une nouvelle réglementation, ou du moins des décrets qui sont applicables, pour lesquels il peut y avoir des restrictions, des horaires, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Là, ce qu'on voit, il y a aussi une démarche plutôt positive d'aller préciser un peu les choses pour être au plus juste et au plus près. Là, vous voyez 2 petites cartes qui sont difficilement lisibles, mais vous retenez quand même qu'entre avant et maintenant, donc la case celle qui est à votre gauche, c'est la plus ancienne, et puis celle qui est la plus en bas, c'est celle qui va s'avérer effective à partir de l'année prochaine ou bientôt, des prochains arrêtés sécheresse. On voit que vous voyez qu'il y a plus de couleurs. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait des arrêtés, des dispositifs, des seuils qui étaient vraiment à l'échelle de grands bassins, et qui pouvaient effectivement se retrouver pénalisants, puisque vous pouviez vous trouver dans un sous-bassin versant, effectivement, devoir être régi par des conditions ou des dispositifs d'application qui avaient suite à un dépassement de seuil, mais à l'échelle du bassin versant. Donc là, du coup, on va dire qu'il y a eu un travail plus fin sur ces niveaux d'alerte et ces seuils qui, normalement, est un peu plus juste. Voilà. Alors après, il y a toujours des effets pervers, hein, mais je vous la fais en résumé. Et puis pareil, on a des spécialistes de la question dans la salle, donc ils pourront étayer tout ça si vous voulez plus d'infos. Le deuxième gros volet, c'est renforcer la résilience de l'agriculture dans une approche globale. La résilience, c'est effectivement trouver toutes ces solutions, encourager, faire converger effectivement des méthodes de travail et surtout des actions, des programmes d'action qui visent la résilience des systèmes d'exploitation. Et donc du coup, le panorama, vous le connaissez aussi, vous voyez qu'effectivement, on l'a symbolisé au travers de cubes qui reprennent effectivement les limites de la région.
Et vous voyez que la couleur, elle devient de plus en plus rouge, écarlate, de plus en plus foncée. C'est ce qu'on appelle effectivement tout ce travail de projection climatique qui effectivement nous emmène à réfléchir à des solutions d'adaptation. On parle souvent soit d'atténuation, soit d'adaptation. Là, on va vraiment être sur des niveaux d'adaptation intégrés au système d'exploitation pour pouvoir pallier, pour pouvoir s'adapter tout simplement à cette colorimétrie que vous voyez qui devient de plus en plus rouge écarlate. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros le nombre de jours d'ensoleillement, le nombre de jours estivaux annuels, les collègues vous ont marqué ça de manière très précise, qui augmente au fur des années. Donc vous voyez que là où on était à 40 jours au début des années 2000, on voit qu'on passe maintenant à 55 jours, c'est quand même 15 jours de plus, hein, où on est vraiment avec ces jours au-dessus. Hein. Et puis après, si on a fait les deux scénarios, là à 4,5 degrés, puis à 8 degrés, et on voit qu'effectivement, on va sur des niveaux bien plus élevés. Vous voyez le Loir-et-Cher 0,33, entre ce qui est en moyenne depuis 1959. Une fois qu'on a retenu effectivement que ça se réchauffait, ça on l'avait un peu compris, qu'effectivement les nombres de jours avec des températures plus difficiles pour pouvoir composer avec de l'agriculture allaient être de plus en plus importantes, avec aussi des fluctuations vraisemblablement au niveau des précipitations, au niveau du gel. Je ne refais pas tout le catalogue, hein, mais vous savez, du coup, si le gel c'est un débourrement plus tôt, puisqu'il y a moins de... Voilà, l'hiver est plus court, donc effectivement, si le débourrement est plus tôt, il y a aussi plus de risque de gel finalement. Voilà, tout s'accélère. Qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient effectivement une volonté, pareil, au travers du Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, de favoriser les moyens pour réfléchir et pour anticiper sur ces questions d'adaptation. Donc à deux niveaux, enfin plusieurs niveaux. Certes, il y a le plan de relance qui va effectivement pouvoir financer de la recherche du développement, mais surtout des investissements qui s'intègrent bien dans ces solutions d'adaptation au changement climatique. On vous a mis quelques photos pour illustrer ces possibilités-là. On a volontairement aussi mis toute une dynamique. Alors là, c'est pas forcément le conseil départemental, c'est le conseil régional qui a aussi cette compétence développement économique autour de l'agriculture. Avec, vous voyez là, les petits logos, c'est les 4 filières. On a représenté grande culture, bovin, viande, bovin, lait. Enfin, on aurait pu en rajouter d'autres, mais parlons de ceux qui sont les plus prégnants sur le territoire. Ici, c'est effectivement des lieux aussi où on va être dans cette dimension de recherche et de développement autour de ces questions-là. Donc là, vous voyez, on a listé des choses que vous savez déjà, mais au travers de 3 filières, il y a vraiment des programmes d'action un peu plus précis pour rechercher voilà, des solutions d'adaptation au changement climatique. Évidemment, l'enherbement en étude, évidemment, le gel, j'en ai parlé. Là, on voit effectivement des tours anti-gel. Là, on voit effectivement des choses autour de l'efficience au niveau de l'irrigation. Naturellement aussi, tout ce qui tourne autour de la plantation de haies, même si effectivement on s'inscrit dans une dynamique encore plus large que l'adaptation, puisqu'elle vient aussi en substitution par rapport à la captation du carbone. Naturellement aussi, tout ce qui est fourrage, là on a mis pour faire un clin d'œil avec des expérimentations qui existent ici, hein, que ce soit sur le mûrier blanc ou sur les prairies permanentes. On a un ensemble de programmes régionaux autour de herbe et fourrage. Et puis pour ce qui peut-être là où sur ce territoire on est le plus concerné, c'est évidemment tout ce qui tourne autour des diversifications de rotation, des systèmes culturaux qui dépendent de la ressource en eau, maximiser les cultures intermédiaires, et puis ces choix aussi variétaux. On a même mis une photo effectivement de légumineuses avec des lentilles. Vous voyez qu'on retrouve effectivement tout un tas une cohorte d'espèces végétales qui retrouvent un intérêt ou qui du moins dans l'assolement ou dans les rotations ont toute leur pertinence, indépendamment du fait, comme l'a peut-être souligné Pascal Huguet, qu'elle retrouve aussi dans toutes ces dynamiques de politique alimentaire, que ce soit avec les cantines, où on retrouve un nouvel essor autour de ces légumineuses qui joue sur plusieurs tableaux, effectivement, sur le tableau de l'efficience au niveau de l'eau, de l'alimentation, de la captation aussi de l'azote. Une fois qu'on a dit ça, je ne sais plus, on est sur le 3e, je vous dirai après effectivement comment la Chambre d'agriculture, on exerce notre devoir de responsabilité de vous accompagner le mieux possible là-dessus.
Oui, c'est ça. Donc, vous vous rappelez, on a vu les outils de gestion pour faire face au changement avec les sécheresses et puis le risque gel. On a vu effectivement des volets qui se travaillent de manière empirique ou de manière plus générique à l'échelle régionale au travers de la recherche et du développement sur des nouveaux systèmes, des rotations, voilà. Le troisième aspect, et vous ça a été dit aussi par Pascal et puis par Arnaud, c'est la question effectivement de la ressource en eau et de bien la gérer et de la stocker. C'est accéder à une vision partagée et raisonnée des besoins et de l'accès en ressources en eau. L'objectif, c'est bien identifier des orientations et des actions à mettre en place pour une mobilisation sécurisée des ressources en eau à long terme et à construire une vision partagée pour mobiliser au mieux ces ressources. Donc, vous l'avez compris, ce genre de projet, il ne peut être entendu et accepté sociétalement que s'il y a une concertation et que s'il y a eu un diagnostic partagé et qu'il y a effectivement de la pédagogie et du partenariat et des contreparties qui peuvent être avancées. Tout à l'heure, je crois que c'est Pascal qui a existé le SDIS, que les réserves pouvaient aussi servir les incendies. Voilà, il faut mutualiser, il faut raisonner effectivement multi. Qu'est-ce qu'on vous a mis? Donc on vous a symbolisé avec une retenue là, de substitution, parce qu'effectivement les projets, il y a des velléités, il y a des volontés, après ils n'aboutissent pas si vite que ça. Et on vous a mis effectivement en parallèle de la retenue, là, la dernière qui a eu lieu dans le Loir-et-Cher, on vous a mis la carte de ce qu'on appelle les PTGE. Alors c'est pas un gros mot, mais ça veut dire plan de gestion territorialisée de l'eau. Ça veut dire ce que vous avez en haut, c'est toujours l'objectif. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait eu dialogue sociétal pour effectivement donner un blanc-seing à un projet. Voilà. Et donc après, si le projet est collectif, ça emmène encore plus de partenariats. Mais qui dit collectif, dit que c'est plus long et que ça va être certainement plus difficile. Mais ça permet peut-être d'aller plus loin. L'objectif, c'est aussi que les projets individuels puissent continuer à avoir le jour. Donc voilà, il faut être présent sur ces différents tableaux pour pouvoir toujours tenir la porte ouverte ou la fenêtre, cette possibilité ouverte de se faire à l'idée que ça puisse être, enfin pas se faire à l'idée, laisser effectivement la possibilité que ce genre de projet puisse exister et devenir opérant. Et en appui, la dernière image, c'est sur des stations d'épuration, c'est tout le travail autour de la réutilisation des eaux en fait qui ont été traitées en station d'épuration. C'est aussi une piste toujours pareille d'efficience pour nous. Là on a mis l'exemple de Châteauroux. Voilà, on a fait le tour des trois piliers autour du Varenne de l'eau, vous voyez, qui s'arquent sur 4 pistes. Alors du coup, Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, comment on se positionne et comment on vous accompagne là-dessus. On a notre conseillère spécialisée, Sarah Bellalou, qui est spécialisée sur ces questions d'eau et d'environnement, qui fait à la fois cette veille des décrets et des modifications, mais surtout derrière, qui peut vous accompagner pour travailler des systèmes d'efficience, mais aussi des nouveaux... dans des programmes de développement au niveau régional. Elle peut aussi vous accompagner pour ceux qui souhaiteraient être pilotes, faire des expérimentations sur des solutions d'irrigation, de sonde capacitive, de différentes choses. C'est tout à fait envisageable. Et ça c'est le premier volet, pour expérimenter sur aussi des nouvelles cultures, des nouvelles filières, ça a été dit, Maxime est là, mais Sarah, effectivement, travaille aussi sur ces questions-là. En tandem, ils peuvent aussi envisager des choses. Il y a déjà un projet Lego. Troisième aspect, pour certains d'entre vous qui peut-être sur ce territoire-là sont aussi irrigants, vous recevez le bulletin irrigation qu'on met à disposition sur le site internet. C'est effectivement Sarah qui gère ça. Donc c'est aussi un moyen pour vous d'être en liaison directe et de faire remonter vos besoins, et après on peut mettre en place tout à fait des formations qui correspondent pile poil à ce que vous voulez creuser. Si vous êtes plusieurs à avoir la même problématique et le même besoin, c'est quelque chose qu'on peut évidemment faire. Une fois ceci étant dit, l'autre aspect, donc là on est vraiment sur l'accompagnement, j'allais dire, à l'adaptation. Voilà, l'irrigation c'est vraiment très direct et très court terme, j'allais dire.
Et puis l'idée, c'est aussi évidemment dans notre devoir d'anticipation, de création de valeur et de pérennité des exploitations sur le territoire, de travailler aussi sur voilà, comment on va s'adapter aussi demain et comment j'adapte mon exploitation demain. On l'a dit, je ne vais pas reciter ce que disait Pascal, mais voilà, des fois ça s'assombrit un peu, ou du moins l'entonnoir il se resserre un peu, donc c'est vrai que c'est important d'anticiper, de se poser les bonnes questions aujourd'hui sur mon système d'exploitation. Si je sais, évidemment on le sait, si mon système est dépendant de l'eau, ou du moins une production qui est en majorité sur mon exploitation qui est hyper dépendante, du coup quel est on va dire mon risque, ou du moins voilà, la multiperformance de l'exploitation. Mes œufs sont peut-être tous dans le même panier. Il faut effectivement anticiper ces choses-là, y réfléchir pour peut-être entrevoir des possibilités de faire évoluer mon système pour que demain, s'il y a quelque chose qui tombe, même si effectivement, on l'a vu, on a des élus qui vont monter haut au créneau pour, voilà, pour pouvoir soutenir cette politique autour de l'alimentation et des productions alimentaires. Mais il est de notre ressort effectivement aussi d'anticiper et de voir comment on peut faire évoluer un système. Et pour ce faire, on a ce qu'on appelle effectivement des travaux autour des accompagnements qui s'appellent ProAgriAvenir, qui sont vraiment là pour ça. Vous souhaitez vous poser ces questions-là, étudier la dépendance de votre système, par exemple par rapport à la ressource en eau, et puis surtout de voir quel levier vous pouvez mettre en œuvre, même si ce n'est pas demain, c'est dans 10 ans. Eh bien, on a là tout un processus pour vous accompagner qui passe effectivement par un premier temps de diagnostic partagé avec vos valeurs à vous, votre projet professionnel, et puis vous faire toucher du doigt un peu l'essentiel, le panel des pistes de travail, et puis derrière, pareil, des plans d'action qui peuvent être, et de suivi qu'on peut tout à fait au niveau de la Chambre d'agriculture faire pour vous accompagner au quotidien, pour les mettre en œuvre, et que ça porte ses fruits, que ce soit bien créateur de valeur sur le territoire. Donc ça, c'est le point nommé entreprise. J'ai des éléments, si après vous voulez avoir des questions plus précises, je suis à votre disposition.